Je vais enregistrer en même temps. J'ai peur que ça va pas complètement bugger. Ça devrait pas. Alors, donc là, on va parler de l'email marketing. L'email marketing que tout le monde disait mort il y a peut-être 10 ans, mais aujourd'hui, ça a repris de l'ampleur parce que c'est la base de marketing automation et c'est là quand même toujours un canal qui rapporte beaucoup, que ce soit en B2B ou B2C, et qui est peu coûteux. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder des bonnes pratiques. L'emailing, son objectif, c'est justement d'être une partie, une brique dans toute la stratégie de marketing et de commerce. Oui, on ne fait pas de l'emailing juste one shot, on le fait sur long terme. On réfléchit à nos campagnes email en avance pour avoir des séquences qui se suivent et qui sont logiques. L'objectif de l'email soit réaliste, il faut qu'il soit réaliste. L'objectif, donc, c'est-à-dire si j'envoie un email pour inscription à un webinar ou pour que les gens téléchargent mon livre blanc, je dois avoir une idée de combien de téléchargements je souhaite avoir, combien de leads je dois après transmettre à mon service commercial et ainsi de suite. Ouais, donc on prévoit toutes ces choses bien avant de faire des envois. Et après, on adapte en fonction des résultats. L'emailing s'inscrit dans une démarche marketing commerciale, là, c'est ce que j'ai dit, c'est pas une action one shot. Les cibles sont précises et elles se reconnaissent dans nos communications à partir déjà de l'objet. Oui, pour ouvrir l'email, il faut qu'ils se reconnaissent déjà sur l'objet, au niveau de l'expéditeur, etc. Il faut que la base de données soit de bonne qualité, parce qu'en B2B, il se détériore assez vite. Au bout de 6 mois, une base, elle n'est pas à jour, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de turnover, il y a beaucoup de départs en retraite, de congés maternité, etc. Donc il faut suivre tout ça et maintenir la base en bonne qualité. Le contenu doit être adapté aux cibles et le routage effectivement doit être professionnel parce que il y a malheureusement encore des sociétés qui envoient avec des fois Outlook et après se font blacklister au niveau de nom de domaine et ils arrivent dans le spam même chez leurs clients. Côté éditeur de logiciels, au niveau de l'email marketing, il y a quand même ses spécificités. Et notamment, l'email marketing, c'est une action très efficace pour promouvoir des événements et diffuser des contenus. Certes, on peut aussi faire des propositions de nos outils, de nos logiciels, de nos produits, mais au départ, quand la base, quand ces contacts-là ne vous connaissent pas très bien, c'est bien d'utiliser l'emailing pour évangéliser et démontrer l'expertise à travers des contenus que vous avez produits. Et après, déjà, à partir du moment où ils commencent à vous connaître, de faire des propositions et de concrétiser tout ça avec des offres. Après, il faut que l'email arrive dans la boîte de réception. Un email délivré, c'est un email qui est arrivé même en boîte de spam. Donc c'est tout email qui est tombé quand même dans la boîte, que ce soit de réception principale ou que ce soit dans la boîte de spam et ainsi de suite. Et pour que l'email arrive à son destinataire final, il faut respecter certains nombres de règles de délivrabilité. Notamment la qualité de la base de données, les bonnes pratiques en emailing et l'engagement des utilisateurs doit être pris en compte également. Donc regardons tous ces trois éléments pour avoir une bonne délivrabilité. Quand on dit une bonne délivrabilité, on parle plutôt de 95, 80, même plus 98, 99%, pardon. Quand ça commence à baisser vers 95%, là ça veut dire qu'il y a 5% de base qui n'est pas à jour, qui est en soft ou hard bounce, donc il y a des problèmes. La première chose à faire, c'est suivre la base de données. Déjà, faire des mises à jour réguliers de votre CRM. À partir du moment où vous recevez ces messages de retour, ne fait plus partie de société, en retraite, etc. Donc, on met à jour notre CRM. On fait un nettoyage obligatoire suite à l'achat, si jamais vous achetez une base dès le départ, oui, parce que vous en avez tout simplement pas, ou suite à, encore une fois, l'usage d'une base qui n'était pas touchée depuis plus de 6 mois. C'est-à-dire, pendant 6 mois, vous n'avez jamais envoyé sur cette base, et maintenant, commence à vraiment être détériorée, et il y a sûrement beaucoup de hard bounce, soft bounce dedans. Donc, il faut faire un nettoyage
de cette base. Un nettoyage, comment ça se passe? Donc ici, vous avez un outil, par exemple Mail Kitchen. Donc vous allez sur ce site. C'est très simple de paramétrer ce nettoyage. Alors, donc Mail Kitchen. C'est un outil d'envoi d'email, comme les autres, qui externalise la fonctionnalité de nettoyage de base. Alors, si ça charge, comment ça se passe? Eh bien, je vais tout simplement charger toute ma base. Je vais acheter le service de nettoyage qui coûte pas très cher, à peu près 2 euros par 1000 adresses. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Et cet outil va faire des envois rapides sur le serveur et il va recevoir le message du serveur. Et comme ça, il va détecter s'il y a des adresses erronées ou pas. Et là, donc là, nettoyage de base ici. Vous voyez, pour détecter les hardbound, les adresses invalides, donc hardbounds, c'est 2 euros par 1000 adresses. Et puis, il y a aussi, pour le même prix, donc c'est-à-dire au final, ça vous coûtera 4 euros, vous pouvez éliminer les adresses dangereuses, c'est-à-dire des spam traps ou des honeypots. Ce sont des adresses qui étaient créées exprès par des sociétés qui luttent contre le spam pour vous attraper si vous ne respectez pas les bonnes règles, si vous achetez des bases par-ci par-là et ainsi de suite. Donc je vous recommande de faire les deux, donc c'est-à-dire pour 4 euros par 1000 adresses, vous pouvez nettoyer votre base et après envoyer sur la base qui est propre. Je conseille aussi d'enrichir systématiquement votre carnet de contacts sur LinkedIn, votre base de contacts sur LinkedIn. Inbound marketing va jouer son rôle aussi dans la génération de nouveaux contacts à travers les formulaires, mais bon, on ne peut pas compter que sur inbound marketing parce que ça prendrait très très longtemps. Les outils de tracking comme Leadsaway ou comme Leadinfo ou comme GetQuanti sont des outils qui sont pas mal aussi, qui permettent de savoir qui est venu sur notre site. Est-ce que vous connaissez des sociétés comme par exemple Leadsaway ou Leadinfo? Est-ce que ça vous parle? Ou GetQuanti? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais vous montrer sur lequel est-ce que je pourrais avoir Leadinfo. Je pense que j'ai pas peut-être les accès. Bon, je vais mettre à Leadsaway. Leadsaway. C'est un peu loin, ça va. Voilà. Le principe, c'est identifier les entreprises qui visitent votre site. Encore une fois, on va mettre un petit code sur le site, un code de tracking. Et donc, des outils comme Leadsaway, Leadinfo ou GetQuanti vont voir l'adresse IP du visiteur et ils vont associer donc cette entreprise à l'entreprise qu'ils connaissent, parce que derrière Leadinfo, il y a Cartegie, une société française qui travaille justement avec la data, donc ils ont ils ont assez d'informations sur les sociétés. Après, justement, pour vous, pour CityTabs, est-ce que ça va être pertinent parce qu'ils n'ont sûrement pas les infos sur les sociétés en Afrique. Mais voilà, en tout cas, quand on cible les sociétés françaises, ça peut être intéressant. Okay. Je vais voir si j'ai de l'historique quand même pour montrer juste l'interface. Pour donner une petite idée. Après, Leadsaway, c'est un outil gratuit en fait, avec pas toutes les fonctionnalités. Et après, ils ont un outil qui est payant, du coup, cette fois-ci, qui s'appelle juste Lead. Mais comme je vous dis, il y en a plusieurs. Hein. Vous choisissez surtout celui qui vous convient. Mince, il n'y a vraiment aucune donnée. Je vais prendre le maximum. Ah, voilà. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les entreprises, l'activité, etc., chiffre d'affaires si on veut. Je vais prendre par exemple n'importe lequel. Donc, a priori, toutes ces sociétés sont venues sur notre site. Donc, des fois, c'est la cible, des fois, pas trop. On va prendre ça.
La carte d'identité d'abord, donc les infos sur la société, fournie par Cartegie, donc parce que il gère la data, en tout cas c'est lié avec société.com ou autre chose. On a les infos. Contact leads the way. Donc là, il y a certaines adresses mail des fois qui sont connues par cet outil. Du coup, ils nous les partagent, mais ça ne veut pas dire que c'est cette personne a visité le site. Ça peut être complètement autre personne de la société, mais on a quelques infos sur les visiteurs, les campagnes, donc c'est pas ça. Et la navigation, donc ici, je peux voir quelle page a été visitée. Si le temps de visite est 0 secondes, ça veut dire qu'il a visité une seule page et du coup l'outil n'est pas capable de calculer combien de temps il est resté. Donc il y a une seule page visitée. Voici les infos qu'on peut avoir à partir de cet outil. Ce qui est surtout intéressant, c'est la partie contact. Leads the way, effectivement la société. Comme ça, vous pouvez transmettre ça à des commerciaux. Donc là, c'est toujours la même chose qui fait la même personne qui fait tous les postes de direction. Et j'ai l'adresse mail. Voilà. Donc il faut tester. Moi, je pense qu'il faut tester. Nous, de quelle façon est-ce qu'on travaille avec ces outils? On a une personne qui fait un export par semaine, pas sur cet outil, mais sur un outil Leadsway qui est payant. Mais j'ai pas accès à cet outil pour vous le montrer. Et après, il communique ça au commercial qui fait son suivi, qui fait ses appels et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pas mal comme possibilité d'enrichir ses contacts. Et c'est assez impressionnant quand même. Oui, et encore Leadsway, c'est assez léger parce que voilà, comme je vous dis, il y a Leadinfo, après il y a GetQuanti. GetQuanti, ils sont plus ouverts vers l'international, donc peut-être pour vous, ça serait pas mal en tout cas à tester. Après, les prix, ça reste quand même hyper cher aussi, hein. On était une année en partenariat avec eux. On est vite à 300 € minimum par mois pour avoir ce service. Après, GetQuanti, il se positionne, il commence à prendre un peu aussi les fonctionnalités de automatisation. Donc, on peut automatiser un certain nombre d'emails commerciaux. Voilà. Il y a pas mal de choses, mais bon, ça ne charge pas. Je vous laisse regarder ça. GetQuanti aussi. Après, à tester, quoi. Ouais, à tester parce que le budget, il est quand même assez conséquent. Outils d'analyse des messageries d'email comme EverContact ou Contact Rescue, c'est quoi? C'est un outil qui permet de scanner la boîte professionnelle, par exemple, de quelqu'un qui part à la retraite ou de quelqu'un qui démissionne, etc. Et d'aspirer, on va dire, d'aspirer tous les emails qui étaient présents, qui étaient reçus et envoyés par cette personne. C'est-à-dire tous les contacts avec lesquels il était en échange par email. Effectivement, dans cette base de contacts que vous allez extraire avec ces outils, il y aura beaucoup qui sont en outbound, southbound, donc il faudra repasser et nettoyer ces contacts encore. Mais voilà, c'est un canal intéressant si vous ne souhaitez pas perdre tous les contacts avec qui, par exemple, votre directeur commercial était en contact et maintenant il s'en va. Voilà. Donc ça peut être un outil intéressant. Tout ça par rapport à la base de données. À partir du moment où notre base de données elle est saine, elle est bien, on peut commencer à travailler autre chose. Encore un point sur la base de données. Ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est quand même d'envoyer que sur des gens actifs. Ce qu'on considère comme gens actifs, c'est des personnes qui ont ouvert votre email au moins une fois pendant les 365 jours passés. Oui, donc en une année, au moins, il a ouvert une fois l'email. Après, attention aussi maintenant avec les ouvertures. Parce que Apple, il a mis à jour sa protection de données, notamment sur l'emailing. Et en fait, maintenant, les utilisateurs sur Apple qui utilisent soit la boîte mail iCloud, mais pas que, hein, ils peuvent passer par Gmail aussi et par Outlook et compagnie, mais ils utilisent l'application de leur iPhone ou iPad, etc. Ils peuvent activer la protection qui fait ouvrir vos mails même si la personne ne les a pas ouverts.
Voilà. Donc, c'est-à-dire là, les statistiques vont être fausses. Vous allez sûrement avoir plus d'emails ouverts que ce que c'est en réalité. Parce que c'est un outil qui protège l'internaute, qui l'ouvre à sa place, qui regarde un peu ce qu'il y a dedans, qui le scanne pour le passer en fait après dans la messagerie plus sécurisée. Et c'est là l'internaute décide s'il ouvre ou pas. Voilà. Donc, c'est un peu spécifique à Apple, toutes ces modifications, mais sachez que ça va influencer sûrement les ouvertures, les taux d'ouverture. Et maintenant, il faut surtout s'accentuer sur les clics. Il faut surtout prendre en compte les clics. Maintenant, regardons les bonnes pratiques en emailing. Déjà, la toute première chose, c'est la configuration technique de la plateforme d'envoi. On a l'adresse IP avec laquelle on envoie et cette adresse IP qu'on loue au prestataire d'envoi d'email et il peut être dédié à notre société, à notre nom de domaine ou mutualisé. La plupart du temps, quand même, quand on fait des envois, quand on est un éditeur logiciel, on a une adresse IP mutualisée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut dire tout simplement qu'on la partage avec d'autres sociétés qui envoient aussi à partir de la même adresse. Et là, il y a juste un tout petit risque que si jamais vous faites des mauvais envois, vous pouvez blacklister l'adresse IP et donc vous blacklistez un peu tout le monde. Ou au contraire, votre voisin, pareil, il ne respecte pas les règles de délivrabilité et votre IP est blacklistée. Donc vous aussi, vous êtes un petit peu touché par ça. Mais bon, après, les outils, ils le gèrent de leur côté et l'adresse IP dédiée n'est pas toujours justifiée parce que déjà c'est cher et puis il faut vraiment faire beaucoup d'envois pour que l'adresse IP dédiée soit en bonne forme. Maintenant, regardons les normes d'authentification qu'il faut absolument mettre en place pour ne pas être considérés comme des spams. Déjà, il y en a 3. Il y a 3 normes d'authentification. C'est SPF, DKIM, des marques. Donc les 3 sont aujourd'hui plutôt obligatoires, surtout les 2 premières, mais la 3e aussi, pour vérifier si vous l'avez ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous envoyez à partir de votre outil d'envoi d'email, vous envoyez un email, comme si c'était un vrai email à un client, à partir de votre outil. De préférence sur une adresse Gmail, parce que sur Gmail, c'est facile à trouver ces 3 petits points et bouton afficher l'original. Donc, vous cliquez ici. Vous allez avoir après un message d'origine dans lequel vous allez avoir SPF égale pass, DKIM égale pass et des marques égale pass. Si c'est égale pass, ça veut dire c'est configuré correctement, c'est bien. Si vous voyez qu'il y a autre chose, donc là, il faut que vous renseignez auprès de l'outil avec lequel vous envoyez pour voir si tout a été paramétré correctement. Parce que des fois, on oublie de faire des choses au niveau de l'hébergement et ce n'est pas paramétré correctement. En même temps, vous voyez, vous avez au niveau de SPF, vous avez l'adresse IP avec laquelle vous envoyez. Donc ça, c'est une bonne possibilité de vérifier est-ce que l'adresse IP que vous utilisez, elle est de bonne qualité. Donc là, pareil, vous la copiez, cette adresse IP, et vous allez sur un de ces 4 sites, c'est Underscore, là ou là. Moi, je préfère travailler avec celui-là, le tout premier. Vous collez ici cette adresse IP, et vous avez le score. Donc là, vous voyez 82 points, pas mal, mais des fois c'est 98, 99, donc là, il y a de quoi s'améliorer encore. Mais c'est quand même en vert, c'est pas mal. Et après, vous avez le détail. Donc là, en vert, c'est ce qui est le score. Donc des fois, vous voyez, il était bas, après il remonte, il redescend, etc. Donc, et il est là aujourd'hui. Et en bleu, vous avez le schéma des envois. Et là, on voit la dépendance à 100% de la corrélation entre le score et le volume d'envoi. Donc c'est pour ça quand je dis que l'adresse IP dédiée, c'est pas évident c'est pas la peine de l'acheter si vous faites peu d'envois parce que moins vous envoyez, moins est votre score. Oui, il faut envoyer beaucoup et il faut envoyer régulièrement et bien pour que le score soit de bonne qualité. Voilà. Donc là, il y a quand même des changements assez systématiques en fonction des envois. Après, donc ça, c'est les 2 premières vérifications que vous pouvez faire. Déjà, les normes d'authentification et la notoriété de votre adresse IP. Après, on va analyser les objets que vous utilisez.
Est-ce que vous ne mettez pas des spam words parce qu'ils peuvent aussi vous faire blacklister, par exemple tout ce qui est lié à des promotions, argent, banque, assurance, etc., etc. Après, bon, si c'est de temps en temps, ça passe, mais si c'est systématique, là, il faut faire attention. L'objet court mais concis dans lequel votre cible se reconnaît, c'est-à-dire dès la réception de votre email, la personne doit comprendre que c'est destiné à elle. Parce que dans le B2B aujourd'hui, dans le monde professionnel, on reçoit entre 30 et 50 emails par jour. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de sollicitations de la part des annonceurs. Et il faut faire attention de ne pas passer à côté de votre destinataire parce que tout simplement l'objet était trop généraliste, il n'y avait pas de choses qui sautaient aux yeux. Il faut faire attention avec ça, personnaliser si vous pouvez, mettre des emojis, voilà, souligner certains mots-clés, etc. Et puis ne pas abuser aussi des majuscules, des signes de ponctuation, parce que ça, c'est pris en compte comme aussi des techniques des spammers, et vous pouvez aussi, au fur et à mesure, comme ça, perdre votre notoriété et arriver dans le spam. Étape suivante, c'est travailler la phrase qui est engageante à l'ouverture. Cette phrase, elle apparaît tout de suite après l'objet. Donc l'objet, vous voyez, il est là, en gras. L'email n'est pas encore ouvert, mais tout de suite, je vois quelques phrases qui vont me démontrer telle ou telle chose. Par exemple, le premier, il répète quasiment la même chose, l'actualité digitale pour s'informer et réfléchir, découvrir les dernières actualités du digital, voilà, c'est 3 fois l'actualité digitale qu'ils utilisent. Ici, nouveau point de contrôle, voir la version en ligne, bonjour, etc. Et là, ce mail ne s'affiche pas correctement, l'ouvrir dans votre navigateur. Le pire ici, c'est celui-là, parce qu'en fait, l'email n'est pas ouvert. Ici, j'aurais pu mettre des choses pour m'inciter à ouvrir ce mail, mais j'ai juste l'info très basique sur l'affichage de l'email qu'on a tous vu et on sait que voilà, déjà il y a très peu de problèmes et s'il y a un problème, dans ce cas-là, on sait où cliquer pour l'afficher correctement. Voilà, il faut utiliser cet endroit pour mettre des choses qui engagent à l'ouverture parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pertinent et on peut mettre des dates clés, des chiffres clés, des choses qui incitent vraiment à l'ouverture. Après, effectuer des A/B tests, c'est utile, c'est pratique. Donc vous pouvez envoyer un message à plusieurs groupes de destinataires en changeant une seule variable. Par exemple, l'objet, par exemple l'appel à l'action, l'heure d'envoi, le jour d'envoi, et après vous regardez les statistiques. Donc les outils permettent de le faire aujourd'hui très facilement. De temps en temps, c'est une bonne pratique aussi pour savoir si c'est mieux d'envoyer mardi et jeudi matin ou plutôt vendredi dans l'après-midi ou lundi à 14h. Donc ça, c'est un bon moyen pour le savoir pour votre cible. Orientation vers email automation, donc c'est-à-dire tout ce qu'on a vu dans la partie automatisation, c'est ça, en fonction des centres d'intérêt, en fonction du comportement ouvert ou pas, cliquer ou pas, on va travailler nos campagnes email, nos séquences d'email pour que ça soit lié au comportement, en rapport avec le comportement des personnes qui reçoivent notre email. Et le dernier élément, avant de faire un vrai envoi, c'est de tester un email avec, par exemple, Mail Tester. Alors, donc, on va voir, on va aller tester on va aller sur le site. Alors, vous connaissez peut-être déjà cet outil. Non. C'est un outil gratuit qui est vraiment pas mal. Facile d'utilisation. Voilà. Donc là, vous copiez cette adresse mail et vous allez faire un envoi. Alors, ce que je vais faire, je peux envoyer un test. On dirait que oui. Ah, mince, je l'ai reçu. Non, ça ne va pas. Je vais le dupliquer. Et je vais faire un vrai envoi. En fait, il faut faire un vrai envoi à partir de votre plateforme d'envoi, donc de Sendinblue, moi, et envoyer un test sur cette adresse mail dynamique. Voilà. Donc vous envoyez un test. Ok. Ah, il faut que je l'ajoute.
Euh, Du coup, c'est pas parti. Comme j'ai l'enregistrement de l'écran, j'ai l'impression que ça bug vraiment très Ou fort. sinon, c'est pas grave, je comprends le principe. Alors, est-ce que ça va quand même marcher? Parce que les données en fait qu'il a affichées, c'était quand même pas mal. Ouais. Je vais peut-être couper ma caméra, au moins ça. Ah voilà. Ok, donc c'est parti. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur vérifier le score. Et on aura la surprise. Ça fait longtemps que j'ai pas testé, on verra juste si ça va ou pas. Alors, donc voici le score que j'ai. 9 sur 10. Il y a des choses qui vont pas bien et la plupart quand même ça va. Donc on a déjà la version HTML, ici version responsive, etc. Donc on voit si ça va bien, il n'y a pas de problème. HTML sans image, là on vérifie si on a bien renseigné les attributs alternatifs des images. Encore une fois pour passer les filtres anti-spam. La version de texte, la source, etc. Spam Assassin, donc là, il regarde si on a respecté toutes les cases au niveau de normes d'authentification. DKIM, ça va. SPF égale pass, ça va. Donc là, il me dit qu'on n'a pas de démarque. A priori, oui, on n'a pas de démarque. Donc ça, il faut qu'on configure. Ça, il faut qu'on le fasse, effectivement, parce que là, on perd quelques points. Après, il dit que le serveur, donc tout ça, ça va, c'est bon. Qu'on n'a pas de problème au niveau de contenu. En tout cas, il y a pas mal de texte. 19% de texte, donc là, c'est bien. Par contre, là, on perd un petit point. 0,5, c'est qu'il y a un attribut alternatif qui manque à l'image. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est assez pénalisant. Sinon, le contenu n'a pas de JavaScript, frame, etc. Donc ça va bien. Et il n'y a pas d'URL raccourci parce que ça, il n'aime pas bien non plus. Et il y a un message il y a un lien de désinscription, c'est bien. On n'est pas blacklisté. Tout ça, c'est des listes, des blacklists qui peuvent pénaliser telle ou telle adresse IP au nom de domaine. Donc là, l'adresse IP n'est pas blacklistée, donc c'est bien. Et apparemment, il y a un lien qui est cassé, donc à vérifier, etc. Donc voici, j'arrive comme ça à 9 points sur 10, donc c'est quand même bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une vérification avant chaque envoi, mais de temps en temps, quand on fait une nouvelle template, ça vaut le coup de la tester quand même, pour vérifier si on n'avait rien oublié. Donc voici un outil simple mais efficace. Et puis en termes de performance, une fois on a envoyé notre campagne, on va regarder, est-ce que déjà le taux de délivrabilité atteint 98-99 points? Sinon, il faut qu'on travaille la base. Le taux d'ouverture varie en fonction si on envoie au client ou au prospect, évidemment, mais un bon taux d'ouverture doit atteindre 15-20%. En tout cas, il y a la plupart des outils qui blacklistent, qui vous coupent l'accès au service si systématiquement vous avez moins de 8%
de taux d'ouverture. Notamment Sendinblue, il nous blacklist si on a moins de 8% d'ouverture justement. Le taux de clic, pareil, varie en fonction si vous envoyez au prospect, au client, quel contenu, etc. Mais un bon taux de clic commence à partir de 5%. Voilà, 5%. Et c'est pas toujours évident, donc il faut vraiment travailler le contenu, les appels à l'action assez haut dans la page pour que les gens puissent ouvrir, cliquer tout de suite à ce qu'il faut. Le taux de réactivité, il n'est pas toujours calculé automatiquement, mais vous pouvez le faire facilement. Oui, c'est le rapport entre ceux qui ont ouvert et ceux qui ont cliqué. Un bon taux de réactivité, c'est entre 15 et 20%. Donc ça montre que le contenu que vous avez mis dans votre email est de bonne qualité et que ça plaît aux internautes. Donc entre 15 et 20%, c'est bien. Et puis le taux de désabonnement, on va toujours avoir ce taux aux alentours de 1%. C'est un bon taux classique, donc là, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit, avec cette mise à jour de Apple, on va avoir le taux d'ouverture qui va augmenter, mais de façon fausse. Voilà, il faut tenir compte de ça et surtout maintenant, regarder tout ce qui est taux de clic. Le nombre de clics et le taux de clic et pas que ouverture. Et une fois on a regardé ça, donc on va créer des chaînes d'emails, des séquences d'emails. Par exemple, si on souhaite mettre en avant un contenu, on va travailler la base, donc la cible, avec un titre spécifique et le contenu spécifique. Imaginons qu'on fait ça pour mettre en avant un webinar. Ceux qui sont en hardbound, donc ils sont supprimés. Ceux qui sont désabonnés, pareil, ils ne vont pas recevoir d'email. Ceux qui ont cliqué, ils vont aller sur le site et là on regarde s'ils sont inscrits ou pas. On peut calculer le nombre de conversions par rapport au nombre d'inscrits et nombre de cliqueurs. Ceux qui ont effectué aucune action, ils n'ont pas ouvert, ils n'ont pas cliqué. Pour eux, on peut envoyer une relance 10 jours avant le webinaire, par exemple avec un deuxième titre. Le contenu, on peut laisser le même parce qu'ils ne l'ont pas vu en tout cas. Et ils n'ont pas aimé le titre. C'est le titre qui n'était pas accrocheur. Donc on le modifie. Et pour ceux qui ont ouvert mais pas cliqué, du coup on fait un titre qu'on modifie un petit peu, mais par contre le contenu on le change. Parce que c'est le contenu qui n'a pas attiré la première fois, ou peut-être l'appel à l'action était trop bas, il y avait des choses. Et ainsi de suite, donc tant qu'on n'atteint pas votre objectif de départ, un certain nombre d'inscrits à votre événement. Donc voici par rapport à l'email marketing. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous souhaitez qu'on regarde ensemble vos campagnes email ou... On n'a pas de campagne d'email. Oui, vous les envoyez pas, oui. D'accord. Mais non, c'est bon, c'est clair. D'accord. Donc, on va aborder le sujet des webinars, qui est un sujet qui est quand même très répandu aujourd'hui, depuis 5-6 ans maintenant, oui, peut-être même plus, depuis 6-7 ans, mais ça perd toujours pas son intérêt, un petit peu, mais voilà, les gens, ils aiment bien quand même participer à des webinars. Il y a des podcasts qui commencent un petit peu à prendre la place, mais c'est un peu différent. Voilà. Donc ceux qui aiment les webinars, ils continuent à y participer. En B2B, les attentes sont spécifiques parce qu'on est assez pressé, on n'a pas beaucoup de temps, donc il nous faut faire un webinar efficace, assez court, avec beaucoup d'exemples, avec si possible d'autres participants pour partager l'expérience. Un webinar qui démontre des avantages, des inconvénients de l'outil ou des problématiques qui nous donnent vraiment, qui a une utilité. Pour faire ce type de webinar, on va déjà avoir besoin de toute cette réflexion sur les personas, sur les DAS, oui, parce qu'on va programmer des webinars en fonction des personas. Et on aura besoin d'une bonne base pour segmenter correctement les prospects pour leur envoyer la communication. Et l'objectif des webinars, c'est souvent d'évangéliser et de démontrer l'expertise. Là, je parle des webinars vraiment, webinars on va dire de prospection, webinar de problématiques clients, pas webinar produit pendant lequel on fait que la démo.
Donc, quand j'organise mon webinaire, ce qu'il faut prévoir, c'est surtout le titre qui serait accrocheur, dans lequel tout de suite les gens se reconnaissent. Encore une fois, oui. Bonne pratique, comment réussir, 10 conseils, les erreurs à éviter. Voilà, souvent, c'est ces questions-là qui marchent pas mal. Évoquer une problématique, donc la même chose. Une date en semaine parce qu'on est dans le B2B. Et on prend... Ah mince, j'ai bientôt mon chargeur qui va être mort. Je finis ce slide et après je vais aller le chercher parce qu'il n'est pas là, j'ai l'impression. On va prendre en compte le comportement de votre cible. Donc, si on sait que les gens vont être plus amenés à être présents entre midi et 14h, donc on le fait à ces heures-là. Si c'est plutôt vendredi matin ou lundi après-midi, donc c'est pareil, à vous de voir en fonction du comportement. Nous, ça fait des années, oui, ça fait depuis le départ, hein, on a toujours fait des webinaires jeudi à midi et on a un bon taux de participation, 50%. Ça reste un bon taux de participation justement parce que les gens, voilà, ils ont déjà fini leur réunion, ils peuvent manger devant l'écran parce que ça ne demande pas non plus de participer oralement. Voilà, c'est plutôt un bon horaire. Après, on a testé avec des partenaires de faire des webinaires vers 10h, 11h et on a remarqué que c'était pas mal aussi. Voilà. Donc, il faut tester. Et on a beaucoup d'outils qui permettent de faire ça. Donc, GoToWebinar, Zoom, Livestorm, Webex ou plateforme Webiqueux que je vous ai montré hier. On a testé tous ces outils, à part Webex, parce que on ne les avait pas eus. Et c'est vrai que bon, ils sont tous pas mal. L'interface la plus moderne, c'est quand même Livestorm. Après, Zoom, GoToWebinar, ça va quand même, ça fait le travail. Et Zoom, en tout cas, c'est ce qu'il y a de moins cher par rapport aux autres. Donc, je vous laisse 2 petites minutes. Je vais aller chercher mon chargeur parce que sinon, ça va s'arrêter net. C'est bon, je suis de retour. Désolée. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au webinaire, préparatif en tout cas pour le webinaire. L'étape suivante. Géraldine, vous êtes là? Oui, je suis là. Ah, parfait. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est la promotion de ces webinaires. Et pour les promouvoir correctement, on conseille de créer une page qui regroupe tous les webinaires avec un formulaire d'inscription à côté si c'est possible pour s'inscrire en même temps à plusieurs webinaires ou juste pour donner l'impression aux gens qu'on fait plein de webinaires et qu'ils peuvent toujours trouver des choses pertinentes. Donc nous, sur notre site, c'est ce qu'on fait systématiquement depuis le début. Donc là, celui-là, donc c'est passé, il faut l'enlever. Mais tous les webinaires, vous voyez, qui vont arriver, ils sont là. Comme ça, les personnes peuvent s'inscrire en même temps sur plusieurs parce que c'est planifié jusqu'à la fin de l'année. Et ça, ces techniques, ça marche. Au lieu de faire juste une page par webinaire, il vaut mieux les mettre tous sur la même page. On fait une campagne d'email en sachant dès le départ combien d'inscrits on souhaite avoir à ce webinaire. Donc, ce qui nous convient, c'est une centaine d'inscrits parce que comme ça, on sait qu'il y a 50-60 personnes qui seront là. Voilà, donc on essaie d'atteindre ce nombre d'inscrits. Pour nous, il suffit d'envoyer une seule fois. On envoie la semaine, par exemple lundi pour jeudi, et ça suffit. En fait, on a remarqué que faire les envois trop en avance, ça génère beaucoup d'absence.
parce que les gens, ils peuvent pas trop planifier en avance et le jour J, quand ça arrive, ils se rendent compte qu'au final, ils peuvent pas venir. C'est pour ça, je préfère d'envoyer vraiment que J-4 dans notre cas, J-7 pourquoi pas, J-30 à tester, à tester. Après, une fois donc les gens sont inscrits, ils vont recevoir un mail de rappel automatiquement par les outils la veille, normalement 24 heures avant et 1 heure avant ou 5 minutes avant, ça dépend de l'outil. Pour la promotion, on utilise aussi les médias sociaux, le référencement payant si on veut, par exemple sur LinkedIn ou sur Google Ads, planifier plusieurs webinaires en même temps. Et puis voilà, le taux de participation, c'est entre 30-40%, donc des fois c'est 50%. Voilà, il ne faut pas s'attendre à que tous les inscrits soient présents. Pendant le webinar, on a le document qu'on partage et là, il faut faire attention que 90% quand même du contenu soit orienté client, ses problématiques, votre expertise et juste à la fin, vous pouvez garder quelques minutes tant que les gens posent des questions pour faire la promotion de votre solution, pour faire la promotion de votre entreprise, etc. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça parce que webinar, c'est pareil, c'est pas une technique, c'est pas une action one shot, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et l'objectif, c'est de faire d'inscrire un webinar comme une action dans la durée. Si vous commencez à faire des webinars de promo, là, les gens vont plus revenir. Ce qui fonctionne bien en B2B, c'est de faire les webinars un peu plus dynamiques en lançant des sondages, en envoyant des enquêtes pendant ou après, en donnant des exemples, des conseils et des webinars co-animés, ça marche aussi très bien. Parce que comme ça, vous profitez des audiences de chacun. Chacun partage son audience et ça, c'est vraiment très bien. Chacun fait la promotion de son côté et voilà, vous profitez des deux audiences pendant le même webinar, c'est quand même bien. On pose des questions, normalement on répond à la fin ou en temps réel, c'est comme vous voulez. Et la durée, c'est entre 15 et 45 minutes. 15 minutes, c'est vraiment des webinars express que Webikio a lancé par un moment, webinar express. À voir, à tester, donc je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est quand même assez court. Mais normalement, voilà, ça atteint 30-45 minutes en majorité de cas. Et après le webinar, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut mettre en place des scénarios automation. On peut aussi contacter des leads qu'on a générés par un autre moyen, soit un mail, une séquence d'emails. Donc automation, soit c'est un commercial qui les rappelle, soit tout simplement vous les mettez dans une base et vous leur envoyez après des newsletters. Donc vous voyez de quelle façon les contacter, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire parce que pendant le webinaire, les gens ils vont pas oser à poser peut-être toutes ces questions, mais s'ils étaient venus, s'ils étaient intéressés, ça vaut le coup quand même de discuter avec eux. Et puis on envoie un email de remerciement, par exemple comme premier mail de cette séquence, avec la possibilité de télécharger le support, avec le lien vers la rediffusion sur YouTube, si on veut, avec aussi le lien pour laisser un avis sur notre webinaire, pourquoi pas. On remercie sur les médias sociaux et en même temps, on annonce les prochains webinaires et on recycle le contenu. Donc, c'est-à-dire, on peut utiliser la présentation et la mettre sur SlideShare. SlideShare, c'est un peu comme comme YouTube, mais des PDF, qui a été racheté par LinkedIn. Donc, ça appartient à LinkedIn actuellement. Et comme vous savez, les documents PDF sont bien indexés. Donc, si quelqu'un fait la recherche sur LinkedIn sur votre thématique, il pourra tomber sur votre document et il pourra être intéressé et ainsi de suite. Voilà, donc ce qu'on fait et ce qu'on conseille aussi, c'est de recycler, de créer, en fait de répéter le même webinaire au bout de 6 mois, au bout d'un an, en modifiant effectivement des choses. Mais quand vous allez faire une dizaine de webinaires, vous allez voir qu'il y a surtout 3 à 4 qui ont marché le mieux. Et c'est ça que vous refaites en ajoutant des mises à jour
Voilà, ça nous arrive. Par exemple, les webinaires sur LinkedIn Ads, je les fais 2, 3 fois par an, tous les ans, depuis vraiment plusieurs années. C'est un webinaire qui plaît beaucoup à notre cible. Voici. Dites-moi si vous avez des questions. Non, c'est bon. Je vous remercie. D'accord. Donc là, on approche midi. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre à 13h30 ou à 14h plutôt? C'est comme Quand, vous. quand, quand ça vous arrange, 13h30, ça me va. D'accord. En fait, ce que j'ai dit à Carole, mais j'ai pas eu le temps de le dire à vous. En fait, ce qui se passe, c'est que on est en avance parce que vous n'êtes pas nombreux, nombreuses même. Oui. Et donc, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on